Les pieds bien plats. Allez-y. Shu Shi est le supérieur du temple, c'est aussi le plus vieux maître. Il continue à transmettre ses enseignements. L'œuvre de sa vie est un recueil des techniques sacrées de Shaolin. Une réécriture des anciens manuscrits a été rendue nécessaire après leur destruction en 1928 lors de l'incendie du temple par les seigneurs de la guerre. Pour tuer le tigre avec les mains, il faut d'abord bloquer sa tête suivant la technique Tao Bao. On la bloque en lui tordant le cou. J'attrape et je coince. Tu coinces bien, comme ça. Je bloque. Tout est dans ton La blocage. frappe se fait en tournant. La frappe se fait en bloquant. En suivant à la lettre votre recueil, je n'arrive pas à me mettre en position correcte. Pouvez-vous me corriger? Ce manuel ne décrit que l'essentiel. C'est à toi d'interpréter les détails. Dans cette position du cavalier en méditation, je n'arrive pas à m'immobiliser complètement. Regardez. Tes cuisses doivent être parallèles au sol. C'est correct comme ça? Maintiens ton corps droit. Comme ça? Referme l'angle de tes cuisses. C'est comme ça alors? Bodhidharma, Tahamu en chinois, est considéré comme le premier maître de Shaolin. Son enseignement s'est transmis de maître à élève jusqu'à ce jour. Le supérieur Shu Shi représente la 30e génération de maîtres. Il a survécu à la révolution culturelle et a rétabli Shaolin dans ses traditions. Mon supérieur est aussi mon maître. À ce titre, je le considère comme mon père. En Chine, la tradition exige que les relations d'un maître à élève soient les mêmes que celles d'un père avec son fils. Le Bouddha Sakyamuni affirme que les hommes et les animaux ont les mêmes origines. Un homme peut être la réincarnation d'un animal et vice-versa. Partant de cette croyance, les moines de Shaolin ont créé des techniques de boxe qui se rapprochent des mimiques animales. Ils utilisent les méthodes de l'introspection religieuse, jointes à l'observation des animaux pour adopter un style original. La technique de l'aigle est celle d'un aigle fonçant sur sa proie. Pour terrifier un adversaire, il faut utiliser la boxe du serpent.
Cette technique exploite les points faibles de l'adversaire par des attaques perfides. Dans tous les cas de figure, le moine combattant doit s'identifier à l'animal pour attaquer et pour se mettre à l'abri des coups. Il reprend ses attitudes et ses techniques de défense. La description de ces différentes formes de boxe est consignée par les moines dans leurs manuscrits au même titre que l'enseignement de Bouddha. L'attitude tour à tour défensive et offensive du singe doit déconcerter l'adversaire et sa boxe, surprendre et désorienter l'ennemi. Auparavant, Shaolin était entouré de forêts et les moines pouvaient observer à loisir toutes les bêtes sauvages dans leur élément. Cet isolement dans la montagne faisait de Shaolin la cible idéale des pillards et des envahisseurs. Au début, les moines n'avaient pour se défendre que leurs poings nus et leurs lourds chapelets. Nous nous servons du chapelet pour les prières quotidiennes. Il sert aussi pour les exercices physiques et les combats. Shaolin occupe une situation stratégique sur les pentes du mont Changshan. Ses hauteurs dominent les plaines fertiles du fleuve Jaune, berceau de la Chine. Dans les villages voisins, l'entraînement physique fait partie de la vie paysanne. C'est ainsi qu'a pris naissance le Tai Chi, au mouvement souple. Il prépare toute une population au combat. Pour certains, il ne s'agit que d'une organisation militaire classique. Pour d'autres, d'une société secrète. La discipline a permis à ces hommes de survivre à toutes les guerres. Lors de la révolution culturelle, Shaolin fut oublié et ses maîtres dispersés. Aujourd'hui, 60 moines sont prêts cette fois à tous les sacrifices pour protéger leur temple. Ce furent les premiers maîtres de Shaolin qui sauvèrent l'Empire chinois au 7e siècle. Les murs du temple nous le racontent. En ce temps-là, la Chine est en proie à des guerres incessantes. À Shaolin, 13 moines s'entraînent dans le plus grand secret pour sauver Li Shimin, l'empereur de la dynastie Tang. Sur ces pierres usées au fil des siècles, leurs lointains héritiers répètent les mêmes gestes. En ces lieux chargés de spiritualité, ils viennent se recueillir pour s'en imprégner. À Shaolin se concilient deux extrêmes, la méditation calme comme l'eau
et l'action furieuse comme le feu. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, les moines se lèvent à 4 heures du matin. La journée commence toujours de la même façon, par une méditation. Au lever du jour, les moines se retrouvent dans la forêt des pagodes où sont enterrés tous les maîtres depuis la fondation du temple. Premiers exercices pour réchauffer et réveiller le corps, lui rendre sa sensibilité et sa souplesse avant de commencer l'action. On aimerait connaître les secrets du monastère. Encore faudrait-il partager la vie quotidienne des moines, de leur propre aveu. Leur secret réside en 3 règles: se lever tôt, se coucher tard, travailler, travailler encore. Le kung-fu tire sa puissance de l'utilisation du chi, l'énergie interne. Le qigong est l'entraînement qui permet d'utiliser cette énergie pour se forger une cuirasse contre la douleur. Le qigong libère de la souffrance infligée par l'adversaire. Il permet de réfléchir pour vaincre. C'est pourquoi la méditation est très importante, car elle permet, dans toutes les positions, et malgré la douleur, de préparer la riposte. Selon les anciens, les exercices respiratoires du Qigong non seulement enveloppent les organes vitaux dans une sorte de cuirasse, mais rendent insensibles aux blessures. Avant l'invention des armes à feu, ces hommes étaient invincibles.
Le bouddhisme zen, mélange d'action et de méditation, tantôt spontané, tantôt provoquant, suscite la réflexion. Il convient au tempérament réaliste chinois. Dans un endroit secret du monastère, la seule partie du temple intacte depuis ses origines, Shi Deyang bénéficie de l'enseignement exclusif de Su Yun, le seul maître de la 30e génération capable encore d'une activité physique. À 82 ans, il se lève à 2 heures du matin pour garder sa souplesse et méditer. Trop vieux, je ne m'exerce plus à toutes les boxes du kung-fu wushu. Je pratique encore la technique la plus importante, celle qu'on appelle le kung-fu du silence, c'est-à-dire la méditation zen. Le zen se passe de tout apparat et de lieu de culte. Il ne fait appel qu'à l'intuition directe par la méditation. Le zen a transformé le bouddhisme original de l'Inde en un rituel adapté au sens pratique chinois. Chaque fidèle a pour principal souci d'oublier les contraintes matérielles pour parvenir à l'éveil. Le zen est une démarche qui s'impose à n'importe quel moment de la vie quotidienne. Quand on marche, quand on travaille ou quand on mange. C'est pourquoi l'entraînement physique continue pendant les repas. Mais la position du cavalier rappelle l'époque où les premiers maîtres combattaient à cheval pour faire régner la paix dans l'Empire. Une position qui permet de tester la résistance des novices. De même, la règle est de rendre hommage à son maître en le servant avec la théière de Shaolin. Elle pèse 50 kg à vide. Les
enseignements et les livres du temple sont calligraphiés. Le calligraphe, toujours un artiste de grande qualité, est le seul maître qui vienne de l'extérieur. Ici, on ne reconnaît que deux arts, la méditation et le combat. L'un des fondements du zen est l'art de la provocation par le geste ou la parole, pour se dépasser et interpeller les autres. Un exemple, les prouesses de ces novices qui invitent leur maître. Chanter les psaumes du kung-fu permet de s'en imprégner. La vie spartiate des moines combattants exige une formation rigoureuse et précoce. Vers 10 ans, les enfants se font raser le crâne, signe de leur engagement pour toute une vie. La plupart des novices viennent des milieux pauvres de la campagne, certains de l'entourage familial des moines. L'entraînement intensif, pour durcir le corps, précède l'enseignement religieux. Les exercices remontent à la chevalerie. Les jeunes novices apprennent vite à combattre à la façon des singes. Il existe 4 endroits secrets au monastère pour nous entraîner. Mais nous nous exerçons partout. Les gens du village ne savent même pas où nous nous entraînons. À l'abri des regards pour mieux contrôler leur corps, les moines se forgent contre la douleur la chemise de fer, une protection durement acquise par un travail acharné. La volonté est érigée en dogme, car le but du zen est de permettre à n'importe quel individu d'avoir la perception intuitive directe de sa vraie nature. Les adeptes d'arts martiaux dénomment Qigong lourd de Shaolin cette technique de dépassement de soi. Elle exige plusieurs années d'entraînement à raison de 3 à 4 heures au minimum par jour.
À ce rythme, la tête peut devenir une enclume et les bras des marteaux. Les moines s'entraînent comme au Moyen-Âge, soit dans la nature, soit au monastère. Certains exercices, comme ceux de la pendaison, demandent 3 années d'effort. Ce mélange de persévérance et de provocation donne aux arts martiaux de Shaolin leur aspect troublant et spectaculaire. Au début de son existence, le monastère hébergeait, au même titre que ses premiers adeptes bouddhistes, une foule de paysans persécutés. Il était devenu un lieu de rencontre pour tous ceux qui étaient à la recherche d'une vérité ou d'un abri contre l'adversité. Au 8e siècle, les moines choisissent pour maître un réformateur en la personne de Huineng, un garçon boucher illettré qui, à l'audition d'un sutra récité par un moine, entre dans les ordres. Il devient par la suite le 6e patriarche de l'église Zen. Après avoir sauvé l'empereur Li-Shimin, une véritable armée est mise en place au temple. Les moines deviennent experts dans le maniement des armes blanches et en inventent d'autres, dites secrètes, d'une grande efficacité. La plus connue est le nunchaku, qui s'inspire des fléaux des paysans. Je te le montre. Tout en le faisant tourner, tu le jettes en l'air en criant. Vas-y, on te regarde.
Les techniques de combat et les armes évoluent. Elles ont inspiré toute une école de cinéma. Lorsque Shidayan rend visite aux villageois de Shaolin, il se fait un devoir de répondre à leurs questions, surtout lorsqu'elles concernent les différences entre son monastère et les autres. Lorsque 13 moines de Shaolin ont sauvé l'empereur Li Shiming de la dynastie des Tang, un décret impérial a autorisé les moines combattants de Shaolin à manger de la viande et à boire de l'alcool. Cette possibilité peut nous plonger dans l'ivresse. Pour faire face à cette éventualité, nos maîtres de l'époque ont mis au point la boxe de l'homme ivre. Je vous fais une démonstration. L'efficacité de cette technique de combat a contraint les bandits de grand chemin à redouter l'ivresse des moines. En réalité, un homme ivre n'est pas capable de combattre et les moines de Shaolin consomment peu d'alcool. Même dans les moments de repos, les moines prennent des positions difficiles pour ne rien perdre de leur entraînement. Shaolin suscite beaucoup d'interrogations, par exemple à propos de la médecine. Certaines pratiques traditionnelles peuvent remettre sur pied en peu de temps les moines malades ou blessés. Leur efficacité se base sur la connaissance approfondie des plantes. Maître Dekian consacre sa vie à ces remèdes. On casse d'abord le noyau de cette baie. On n'utilise que le noyau. On fait bouillir l'intérieur du noyau. Cette infusion est capable de ranimer un combattant évanoui. Il soigne aussi la tachycardie. C'est un excellent médicament pour le cœur. On n'utilise que la racine de cette plante. On ne garde que la racine et on jette les feuilles. Comment l'utilise-t-on? À l'arrachage, il faut garder intacte la racine. On découpe en rondelles et on les fait bouillir. Une fois séchées et réduites en poudre, on les mélange avec du miel pour faire une pommade. Un excellent remède pour résorber les enflures et les bleus. C'est une plante que j'utiliserai certainement. Merci pour la recette. À l'occasion, tu n'oublieras pas ton maître. Non, je vous oublierai certainement pas. Les remèdes sont secrets, ils ne se transmettent que de maître à élève. Les accidents au cours des entraînements sont fréquents. Et là encore, il existe des prescriptions particulières, incompréhensibles pour les étrangers.
Arrivés au sommet de leur art, certains moines peuvent décider de quitter le monastère pour enseigner à l'extérieur. Ils doivent franchir la porte de la montagne. Ces départs sont rares. Le monastère ne tient pas à répandre inconsidérément sa science. Bien des candidats doivent rester au monastère pour se perfectionner. Cette séquence n'est qu'une reconstitution d'une tradition qui existait à l'époque glorieuse du temple. S'il y a une guerre, vous irez combattre et tuer? Nous ne sommes pas formés pour les guerres modernes. Nous prions pour la paix. Maintenant, notre seul combat est la sauvegarde des traditions du Kung-Fu. Aujourd'hui, Shaolin devient un lieu de pèlerinage obligé pour tous les maîtres d'arts martiaux. Religieux ou non, ils viennent rechercher l'esprit de Shaolin comme ce vieux maître de Kung-Fu. Je tiens à vous faire connaître cette école qui forme 3 à 4 000 élèves par an. Elle est considérée comme la meilleure école par tous les adeptes de Kung Fu. Une vingtaine d'écoles d'arts martiaux avec des maîtres laïcs se sont installées autour du monastère. Elles forment 20 000 jeunes par an au Kung Fu Wushu, qui comprend les boxes traditionnelles et le maniement des armes blanches. À la demande de son entourage, Shi Deyang entraîne lui-même les enfants de son village. Aujourd'hui, les maîtres laïcs du centre d'enseignement de Kung Fu à Shaolin sont habillés comme des bonzes. Ils prennent le relais des moines, ce sont eux qui organisent les cours et les démonstrations. Une exploitation lucrative du mythe de Shaolin par l'administration chinoise.
Mis à part les années noires de la révolution culturelle, les autorités chinoises reconnaissent enfin que Shaolin appartient à l'histoire de la Chine. Cette année, tous les moines se retrouveront dans ce stade pour fêter solennellement les 15 siècles d'existence de Shaolin.